Nous avons été sevrés, comme on le disait, des analyses de Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, et de Credo Tété, directeur de publication de Le Médium, 2 directeurs de publication finalement sur les plateaux ce soir. On est de retour après le journal. On va continuer avec le Mali et cette coopération militaire finalement entre la France, reprise bien sûr entre la France et le Mali. J'ai envie de vous poser une question, mes chers invités. On a vu les jeunes Maliens parler aux Russes et dire au bit et orbite aux Russes de revenir ou bien de venir au Mali. Est-ce que cette reprise de coopération signifie que rien ne va se passer entre le Mali et la Russie? Non, rien ne présage de cela, parce que vous savez, la coopération, tout d'abord, monsieur, le colonel Assimi Goïta est un produit russe. Ah oui. Et la Russie a toujours été à ses côtés. Et vous verrez également que lorsque M. Assimi Goïta a été acculé, il avait une certaine sérénité. Et la sérénité, l'assurance n'arrivait pas de la France. Mais il y aura même cette idée d'avoir des instructeurs russes pour essayer de donner de la matière aux forces armées maliennes. Et aujourd'hui, si nous voulons analyser les expressions de cette jeunesse ou bien de ces populations maliennes, donc la plupart de ces Maliens sont fatigués des Français. Ou bien ils se disent fatigués des Français. Et la débâcle française dans l'appréciation de ce nouveau coup d'État les réjouit beaucoup plus que cela ne doit les attrister. Parce qu'ils se sont dit, il y a M. Johnson qui faisait un développement par rapport aux portes d'entrée des armes dans ces pays du Sahel. C'est vrai, la porte d'entrée principale que nous connaissons aujourd'hui, c'est la Libye, avec la situation qui est chaotique. Mais quelles sont les puissances étrangères qui alimentent les terroristes, les djihadistes? Personne ne peut nous le dire. Nous n'avons pas les éléments de dire concrètement sur ce plateau que ce sont les Français. Le dire, ça, c'est aller dans des affirmations gratuites. Mais vu, disons, le type d'armement que ces terroristes, ces djihadistes utilisent, donc là, ce ne sont pas des fusils de chasse, mais c'est parfois même, si vous comparez, ou bien les spécialistes, ils vous diront que le type d'armement de ces djihadistes dépasse parfois les armements même de l'armée régulière. Donc là, est-ce qu'ils ont joué à la loto pour gagner? Est-ce qu'il y a une loterie? Non. Donc c'est dire qu'il y a des financements, il y a des sources d'approvisionnement. Et ces sources d'approvisionnement ne pourront être qu'extérieures. Et celui qui parle de l'extérieur parle justement de ces puissances internationales. Donc c'est dire que la France ne voudra pas aussi perdre le marché malien. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est un marché. Le Mali est un marché. Donc c'est comme si le Mali, c'est le chef de la famille qui a plusieurs femmes. Qui est désiré par plusieurs femmes. Et la guerre des femmes, donc c'est ce qu'on a vu. La première partie, c'est cette guerre silencieuse entre la France et la Russie. Mais cette guerre entre la France et la Russie, sur le terrain malien, n'a été qu'une transposition de ce qu'il faisait ailleurs. Parce que la Russie, comment la Russie a soutenu, disons, le Mali de M. Goïta dans ce second coup d'État, donc ça a été une débâcle, je le disais, dans mon précédent développement, une débâcle pour la France. Donc aujourd'hui, la France n'a que cette posture à adopter pour éviter la grande honte. Et la Russie, Johnson, se trouve où finalement dans le jeu politique? Dans le jeu politique malien. Vous savez, la coopération entre États, elle est vaste et a plusieurs tentacules. Vous ne pouvez pas dire tout simplement que vous êtes en coopération avec un seul pays. Effectivement. Il y a plusieurs coopérations avec différents pays. Donc, je crois que la Russie est toujours présente. Sauf que, aujourd'hui, cette présence-là n'est plus aussi affirmée que ça l'a été au moment où la France essayait de se retirer du jeu. Et je voudrais répondre par rapport à la réaction
des Maliens. Des jeunes Maliens. En réalité, c'est, comme on peut dire, une réaction tout à fait normale, parce que depuis un certain temps, le peuple malien demandait le départ de la troupe française. Parce que pour le Malien lambda, c'est que on ne peut pas dire qu'il y a une puissance de feu comme la France présente dans ce pays et que les djihadistes continuent pas déjouer. Oui. C'est impensable pour ces populations qui subissent les affres de cette, ce terrorisme-là. Au même moment appelé à la Russie, cela veut dire que le Mali lui-même ne peut pas contenir véritablement ces djihadistes. Impossible. Impossible du moment où, comme je le disais tantôt, le Mali aussi est ouvert. Les frontières maliennes sont poreuses parce que les djihadistes ne viennent pas seulement du Sahel, c'est-à-dire du désert. Les djihadistes viennent de partout. Si on peut venir attaquer juste la capitale, c'est qu'il faut savoir que véritablement, ça vient de partout. Ouais. Donc, les forces maliennes, excusez-moi le terme, ne s'étaient pas préparées pour affronter une telle situation. Et donc, quand vous voyez dans certaines garnisons, quand les djihadistes arrivent, par surprise toujours, mais c'est la grande débandade. Tout le monde fuit. Même les chefs de troupes, ils disparaissent. Et là, les djihadistes profitent pour faire du carnage et retirer des armes et tout ça. Donc, je disais donc que les jeunes maliens, leur réaction est compréhensible. Maintenant, eux-mêmes, ils savent très bien que leurs forces armées ne sont pas capables de contenir les djihadistes. Ils savent qu'il faut forcément une force extérieure pour les aider à pouvoir affronter ces gens-là. Maintenant, non, c'est pas porté sur la Russie. C'est la France, un pays colonisateur. C'est l'idée que tout le monde a, que c'est parce que c'est les Français qui sont là, les Français qui font ci, les Français qui font ça. Mais au finish, est-ce que les Maliens eux-mêmes ne sont pas responsables de cette situation? C'est important de se poser cette question. Oui. Vous savez, la rébellion là, les djihadistes dont on parle, tout ça là avait commencé avec les Touaregs. Un peuple qui réclamait juste ses droits et tout de suite qui a été catalogué comme étant un peuple de terroristes. Tout a commencé par là. Et les gens ont profité de cette situation-là parce que les Touaregs sont bien positionnés au nord. Et donc, ça rentrait, ça infiltrait même l'armée. Donc, aujourd'hui, les jeunes qui ont toujours réclamé le départ de la France acceptent tout ce que les pouvoirs publics leur donnent. Et Assimi Goïta a donné la Russie. Donc les jeunes acceptent la Russie. Sauf que, vous savez, on a comme l'impression, et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a des accords qui sont des non-dits en réalité entre ces puissances-là qui font que quand vous venez sur un territoire qui a été colonisé par une puissance, vous êtes obligé de faire, de prendre un peu de recul. Vous ne pouvez pas tout prendre. Vous voulez parler des accords sur le partage, peut-être. Voilà. Je vais dire donc, de l'Afrique. C'est ça. Et donc, je pense que c'est au vu de tout ça
que la Russie ne peut pas aussi s'imposer au Mali. Credo Eric a en partie raison, parce que quand on voit le monde entier, on a l'impression que ce monde est partagé entre les puissances. Non, je crois que ce sont les puissances qui règnent. Aller sur la thèse de partage, moi je ne voudrais pas aller, parce qu'il faut interroger l'histoire même, le déplacement de ces peuples. L'histoire, la psychologie, la sociologie des peuples africains. Donc je ne voudrais pas, mais moi je pense que les puissances étrangères ou bien internationales ont cette appréhension, mais développent cette appréhension comme quoi telle partie de l'Afrique, c'est moi qui ai, disons, la suprématie sur ce territoire. Donc vous verrez que lorsque Monsieur Goïta a commencé par exprimer une certaine rigueur, donc facilement et subtilement, on a décelé la protection, bien l'appui de la Russie. Donc là, c'est déjà catalogué. Et vous verrez également qu'on a essayé de lutter au sein des populations maliennes contre le sentiment anti-français. Mais malheureusement, cette lutte n'a pas prospéré parce que la France, par le passé, n'a pas su aider le Mali à faire face aux djihadistes. Et non seulement, donc on nous dira que la France ne viendra pas combattre à la place des armées maliennes, certes, mais lorsque vous êtes un soutien, vous devez essayer, même si c'est en termes, la plupart de ces combats ou bien de ces luttes reposent sur les renseignements. Est-ce que les renseignements ont été vraiment utiles pour les FAMA d'essayer de contenir ces djihadistes? Donc vous verrez qu'à un certain moment, on a comme l'impression que les forces armées maliennes sont beaucoup plus aptes dans les coups d'État que d'assurer la sécurité intérieure du pays. Est-ce que ce n'est pas une situation aussi qui s'impose à eux? Et vous verrez également que les premières semaines de ce second coup d'État de M. Goïta, donc on a eu des informations comme quoi il y a des actions qui ont repoussé les djihadistes et les terroristes. Donc on s'est dit, est-ce que cela ne venait pas corroborer la thèse que la France était vraiment impuissante et que c'est la Russie qui a la clé des solutions? Donc tout cela, on peut mettre ça entre deux mots qui s'embrassent mais qui sont aux deux extrémités. Est-ce une illusion ou bien une désillusion? Donc là, on pourra aujourd'hui, avec le retour de la France, le retour affiché de la France sur le territoire malien, dire que, en fait, la France vivait dans une certaine illusion de suprématie, de même mise sur le Mali, mais, disons, l'accroche ou bien l'approche de la Russie a essayé, un tant soit peu, de désillusionner cette France qui est obligée de reconsidérer sa position. Et de se mettre en cause. On va se mettre en pause, comme on a l'habitude de le dire. La petite pause, bien sûr, Credo. Et puis, on va revenir parler du Tchad et du Togo.